De retour dans Éduque-moi si tu peux pour la seconde partie de ce podcast dédié à l'épuisement parental. Dans le premier épisode, on abordait les pièges de la conformité éducative. Maintenant, c'est au tour de la charge mentale de venir témoigner de son poids quotidien. Donc on se rassure, l'objectif est justement d'alléger ce poids, mais pour y parvenir, il faut d'abord accepter de le nommer et de le comprendre. Bon, la charge mentale parentale n'est pas la même pour papa que pour maman. Non, on n'est pas du tout dans le stéréotype parce que maman fait tout et que papa s'en fout. Non, elle est différente simplement parce que les craintes sont différentes. Papa craint toujours de mal faire, tandis que maman craint de ne jamais en faire assez. Un mélange de sentiments bouillonnants qui s'invite dans le quotidien, empreint de frustration, d'anxiété et d'impatience, qui finit par amoindrir notre capacité à créer des liens épanouis et apaisés avec nos enfants. Et quand la charge mentale devient trop lourde, elle finit par tourner en boucle dans l'esprit, comme un hamster sous caféine coincé dans sa roue. Elle tourne encore et encore, si bien que lorsque le corps se repose enfin, le marathon intérieur continue, barre la route au sommeil et entretient le cercle vicieux de l'épuisement. Mais pas le temps de trouver une solution, le réveil sonne, les enfants ont faim, les mails du boulot s'accumulent déjà et la charge mentale poursuit son marathon. Et à la première faille psychologique, bim, c'est open bar émotionnel. Happy hour des pensées toxiques. Une bonne mère passerait plus de temps à jouer avec devant se souvenir que tu étais toujours occupée. Tu t'énerves pour rien, tu es nulle. Tu mérites une mère plus patiente. Pourquoi tu n'arrives jamais à rester calme comme les autres parents ? Tu as mal réagi. Tu as tout raté. Tu vas leur créer des traumatismes. Tu devrais jouer avec eux plutôt que de vouloir boire ton café. Tu es égoïste de vouloir passer du temps sans eux. Une mauvaise mère. Pardon, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Culpabilité. Culpabilité maternelle. Grâce à moi, depuis des millénaires, les femmes ne sont plus des femmes, uniquement des mères. Grâce à moi, elles pensent à tout, sauf à elles, et en permanence. Les vaccins, les chaussettes propres, les compotes bio, les devoirs, les rendez-vous chez le dentiste, le sac de sport qui sent la mort, les lessives, les mails du boulot, les lasagnes du soir. Oh et allez, le réchauffement climatique, les bébés phoques. De toute façon, j'optimise tout. Je les transforme en robots multifonctions, capables, ou plutôt contraintes, de tout gérer, seuls et sans se plaindre. Et bien sûr sans oser demander. Parce qu'au besoin d'aide, j'y ai associé le sentiment de honte. Ma plus belle invention. Ça les rend dociles. Elles visent la perfection. Toujours prêtes à se sacrifier, à se faire passer en dernier, à donner sans compter et sans jamais rien demander en retour. Fantastique, non ? Je suis plus qu'un sentiment. Je suis un service public. Je fabrique de la main-d'œuvre qui travaille pour 10, gratuitement, en restant persuadée de n'en faire jamais assez. Alors, elle se dévoue encore plus. Et ça, c'est bon pour toute la communauté. De rien. Oui, et un grand merci. Merci pour cette tradition transmise de mère en fille qui implique de devoir souffrir au moins autant que la génération précédente, sous peine de trahir la grande chaîne sacrée de la douleur féminine. Question d'équité, naturellement. Oui, merci de nous rappeler que la valeur d'une femme repose entièrement sur son statut de mère parfaite, sans quoi elle n'aurait aucune raison d'être. Et le pire, c'est que cette pression s'auto-entretient. Pas besoin de loi, les mères s'en chargent très bien entre elles, avec ce petit ton faussement mielleux. Ah, tu prends 1 heure pour toi ? Quelle chance ! Oh, moi, je pourrais pas laisser mes enfants. Traduction, je souffre plus que toi, donc je suis une meilleure mère. Oui, socialement, la bonne mère doit être une bougie, éclairer tout le monde en se consumant lentement. Si elle ne brûle pas, c'est qu'elle ne remplit pas son devoir. Si elle ne s'épuise pas, c'est qu'elle aime mal. Alors la mère parfaite se lève à 5h30, yoga pré-matinal et smoothie vert au chou kale, parce qu'on lui demande de prendre soin d'elle. Ah, mais attention, pas pour elle, uniquement pour le regard des autres, pour rester présentable, désirable, Instagram compatible. Le reste, la santé mentale, ça ne se voit pas, donc ça ne compte pas. Ensuite, elle part travailler, la boule au ventre, bien sûr. Parce que si elle travaille, elle abandonne ses enfants. Si elle ne travaille pas, elle manque d'ambition. Et si elle ose dire qu'elle aime son travail, bah là c'est un monstre. Comme si l'amour était un stock limité. Désolée mon cœur, maman a tout donné à PowerPoint aujourd'hui. Plus rien pour toi. Et puis elle rentre tôt, avant même d'aller chercher les enfants à l'école pour entretenir la maison Pinterest. Chaque chose à sa place, parfaitement nettoyée, panier en osier, bocaux étiquetés et odeur de lessive à la lavande. Elle n'est jamais fatiguée.
Enfin, elle ne le montre pas. Parce que si elle l'avoue, elle est faible, mais si elle a l'air en forme, c'est qu'elle triche. Une bonne mère doit être épuisée, sinon ça s'apparenterait à du bonheur. Et ça, c'est indécent. Et pendant ce temps-là, le père débarque. Dis-moi ce que je peux faire, j'aide. Il aide. Formidable. On ne remerciera jamais assez ses bénévoles. Au milieu de tout ça, elle fabrique elle-même les costumes du spectacle de fin d'année, elle cuisine bio et local, elle lit des livres de pédagogie alternative, elle fabrique des goûters en forme de hérisson, elle est patiente, elle ne crie jamais, ses enfants sont polis, propres et bilingues, elle est parfaite. On ne l'a jamais rencontrée, mais apparemment on devrait lui ressembler. Se comparer à une hallucination, c'est quand même l'invention la plus rentable de l'histoire. Objectif inatteignable, culpabilité permanente, productivité maximale. Le business plan parfait. Oui, mais parfois j'ai peur, et je l'avoue. Il y a des rumeurs inquiétantes. Des mères qui délèguent sans rougir, apparemment. Des mères qui aiment leur travail sans s'excuser. J'ai même entendu dire que certaines mères apprendraient à dire non. Oh, c'est très mauvais pour mes affaires. Si elles ne s'autoflagellent plus, si elles commencent à se considérer comme des êtres humains complets, oh, ça va vite être le chaos. Bah oui, ma méthode est quand même beaucoup plus efficace. Monsieur Illégitimité, je vous en prie, avancez-vous et parlez bien fort dans le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Merci. Oui, la culpabilité maternelle est un classique, indémodable, qui a fait ses preuves. Elle a fait carrière, je lui dois beaucoup, mais elle commence à s'essouffler. C'est encore timide, mais dans quelques années, les mères prendront le dessus. Alors aujourd'hui, il faut renforcer la pression, appuyer là où ça fait mal. Moi, je suis bien plus subtil, je suis bien plus contemporain. Je suis l'illégitimité paternelle. Mon rôle est simple, faire en sorte qu'un homme se sente toujours bien plus homme que père. La paternité comme intrigue secondaire, comme un hobby du week-end. Oh, j'ai de la chance, on m'aide énormément sans que j'aie à le demander. À commencer par les mères elles-mêmes. Elles prennent naturellement le lead en occupant tout l'espace, alors quand monsieur ose proposer une tentative de décision éducative, au moindre désaccord, pouf, immédiatement dévalorisé et automatiquement ignoré, enterré. Et franchement ça me facilite grandement le travail. Je reçois aussi pas mal de soutien des familles, eux qui demandent toujours en premier comment va la maman, et qui se retournent instinctivement vers elle pour savoir comment vont les enfants. Mais le père, invisible, vu comme un simple figurant. Solitude affective premium, illégitimité maximale. Et quand miracle on daigne enfin lui adresser la parole, c'est pour lui parler boulot. Oui, socialement, l'homme est avant tout un pourvoyeur avant d'être un père. Il doit tenir financièrement. On vérifie qu'il assure, qu'il produit, qu'il tienne le coup professionnellement. Mais comment il va lui ? Silence radio. S'il est fatigué, ça passe. S'il est débordé, ça passe. Mais s'il se sent triste ou fragile, oh là là, surtout pas, ça n'existe pas. Un père, c'est un mur porteur. Les émotions restent à la porte. Alors les illégitimes finissent par croire qu'ils sont les seuls à ressentir ça. Isolement total. Ils refoulent, ils compactent, ils encaissent. Jusqu'à la quarantaine, en général. En attendant, ils avancent avec l'impression constante d'être des brouillons d'adultes, raturés, inachevés, jamais validés. Alors ils compensent là où on les tolère, la performance professionnelle. Unique endroit où ils existent vraiment, où leurs décisions comptent, où leur voix porte, où ils valent quelque chose, où ils ont le sentiment d'être estimés. Au moins au travail, ils sont parfaits. Et c'est exactement ce que l'on attend d'eux. Bah, vous voyez que je vous l'avais dit, ma méthode est bien plus efficace. Efficace. Avez-vous la moindre idée des dégâts que vous engendrez ? Du danger que vous représentez pour l'équilibre parental ? Ou de la profonde toxicité de votre pression sur les relations familiales ? Madame Conséquence, je vous laisse le soin de développer ce point. Le résultat, moi, c'est que l'amour devient un projet, de performance en l'occurrence. On ne vit plus avec son enfant, on gère un cahier des charges. On ne partage plus un goûter, on optimise un rapport glycémique. On ne joue plus, on développe des compétences socio-émotionnelles. Et l'enfant, lui, finit par se sentir aimé uniquement lorsqu'il coche les cases du projet. Alors il endosse à son tour cette pression, prend la culpabilité de maman, l'illégitimité de papa, et manage sa propre enfance pour continuer de mériter l'attention et l'affection, désormais sous condition. L'ironie, c'est que dans cette course au parent idéal, on perd précisément ce qui fait la parentalité, la rencontre. Ah, voilà le retardataire. Monsieur Résistance, bonjour. Entrez, je vous en prie. Prenez une chaise. On vous attendait avec impatience.
Oui, merci. Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, veuillez m'excuser pour ce contretemps. C'est une fâcheuse habitude. Moi, j'ai toujours 10 ans de retard. Bon, maintenant que vous êtes là, on va partir du principe qu'il n'est jamais trop tard. Madame Conséquence évoquait le paradoxe de la quête de perfection éducative, puisqu'en la cherchant à tout prix, on perd de vue l'idée de rencontrer son enfant, pourtant le fondement de ce qui fait la parentalité. Vous souhaitez sans doute nous exposer votre point de vue ? Eh bien oui, en effet, la pression parentale pousse au paradoxe. Au départ, le parent succombe à cette pression dans une intention positive, celle de faire au mieux, mais très vite, la pression sociale devient un poids personnel et l'on bascule de faire de son mieux à viser la perfection. Sauf que dans cette démarche, il n'est question que du parent, que de son rapport à la parentalité, et non de la relation avec son enfant. Parce que dans la quête de perfection réside la notion de contrôle strict, codifié et immuable, qui bloque implicitement les notions d'adaptation, de complicité et de découverte. Rencontrer son enfant, c'est d'abord accepter de le découvrir tel qu'il est, singulier et irréductible à une méthode standardisée. C'est l'écouter vraiment, sans stratégie, sans analyse psycho-éducative. C'est faire une place à la spontanéité sans suivre la checklist. C'est se tromper parfois et comprendre que ces erreurs ne détournent pas du chemin. Elles sont le chemin. Si maman crie parfois, elle n'est pas un monstre. Elle montre qu'on peut exprimer sa colère pour protéger ses limites et apprend à son enfant qu'il a lui aussi le droit de poser les siennes. Et si papa craque et pleure parfois, ce n'est pas une faiblesse, c'est une leçon de résilience. Il montre qu'on a le droit de ne pas toujours se montrer fort ni infaillible et que se laisser aller aide à comprendre et réguler ses émotions. Alors accepter l'imperfection, accepter de ne pas être en conformité avec les attentes qui pèsent sur soi, c'est aussi offrir aux enfants la même liberté. Le droit de se tromper, le droit d'être imparfait et surtout le droit d'être eux-mêmes. Bien. Pour clôturer la séance, il me paraît important de prendre du recul sur cette notion de liberté. En fait, la pression sociale du parent parfait ne commence pas à la naissance d'un enfant. Elle commence bien avant, quand avant même d'apprendre à être parent, on nous impose déjà de le devenir. La première pression parentale, c'est celle qui ancre la croyance qu'avoir des enfants n'est pas un choix, mais une évidence. Elle apparaît dès l'enfance, dans des contes qui terminent inlassablement par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », comme si le bonheur en était dépendant. Elle revient plus tard, à l'adolescence, lorsqu'au détour d'une dispute mère-fille, maman balance « Quand tu auras des enfants, tu comprendras. Quand tu auras des enfants. » Et non si tu décides d'en avoir. La nuance peut sembler minime. Elle est pourtant immense. Parce que cette certitude s'installe, s'enracine, s'intériorise, jusqu'à devenir une croyance si profonde qu'elle finit par conditionner notre liberté même de choisir. On nous a toujours dit que c'était une suite logique, le passage obligé, l'étape naturelle de la vie d'adulte. On apprend à choisir ses études, à choisir son métier, à choisir la personne avec qui on partage sa vie, mais pour l'une des décisions les plus irréversibles de l'existence, on suit, on reproduit. Parce que c'est la norme, parce qu'on nous a appris comment faire un enfant, mais jamais comment choisir d'en avoir un. Alors on avance sur le chemin balisé, sans se demander si ce désir vient de nous ou du monde autour de nous. On rit aux blagues sur le tic-tac de l'horloge biologique, on offre un sourire forcé face à l'oppression familiale du « alors, c'est pour quand ?» qui ne laisse place à aucune autre possibilité. Oui, on endosse le rôle, sans même chercher à savoir si on a réellement envie de le jouer. Comme si la société avait le droit d'exiger de nouvelles vies, sans d'abord écouter celles et ceux qui devront la porter. J'ai entendu dire que certains avaient des regrets, pas parce qu'ils n'aimaient pas leurs enfants, pas parce qu'ils sont un fardeau, mais parce qu'ils auraient aimé avoir le choix. Le vrai choix, pas uniquement celui du moment, mais celui de pouvoir dire non. Et malheureusement, ces regrets s'accompagnent d'une culpabilité lourde, douloureuse, très douloureuse, et inavouable pour les parents. Pourtant, remettre en question le mythe de la parentalité obligatoire, ce n'est pas trahir les enfants, c'est au contraire les respecter, parce qu'un enfant mérite d'être désiré, d'être un choix conscient. Dire que la parentalité n'est pas faite pour tout le monde, ce n'est pas affaiblir l'amour, c'est le rendre plus libre et plus vrai. C'est sur cet hymne à l'amour que se termine cet épisode d'Éduque-moi si tu peux. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Prenez le temps de laisser infuser les pistes de réflexion de ce podcast. N'hésitez pas à réagir, à partager pour rendre cette initiative vivante, collective et participative. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Stéréotypes éducatifs, l'art de façonner des filles parfaites et des garçons libres. Salut!